x de t. Là, on obtient que c'est égal à moins y de t. Comment exploiter cette information? Donc là, ce qu'on va faire, c'est là, on va tracer un petit graphe, comme ça. Le but, c'est de vous faire sentir. Donc là, si par exemple, vous avez un point M, pour coordonnées x, y. J'ai x ici, là j'ai y ici. Donc là, vous allez me tracer ça. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer le point de coordonnées x moins y. Allez-y, vous me le placez et vous allez me dire ce point, ce qu'il a de particulier par rapport au point M. Comment on peut obtenir ce point de coordonnées x moins y? C'est quoi, comment je le place? En symétrie. Ah ouais, c'est ça, il y a une symétrie, c'est-à-dire que là j'ai y qui est ici, moins y il va être là. Ah oui, c'est vrai. J'ai moins y qui est là. Le x il bouge pas. Là, je me retrouve avec le point de coordonnées x moins y. Donc là, elle s'obtient par symétrie par rapport à les abscisses. L'axe des abscisses, on peut l'écrire OX. Donc, cette observation nous mène à la conclusion suivante. M de moins t a pour coordonnées xt moins yt sera l'image M de t par la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je trace la trajectoire de M pour les t positifs, j'obtiendrai la trajectoire de M pour les t négatifs en effectuant une symétrie. Par rapport à l'axe OX. Okay, je fais ma courbe pour les t positifs, et je vais obtenir la courbe pour les t négatifs, je fais la symétrie. Okay, donc, qu'est-ce que j'en déduis? Il me suffit donc d'étudier la courbe pour t positif. D'étudier, on va plutôt dire de construire la courbe pour t positif. Construire la courbe pour t positif. Pour t positif.
Ça, c'est la première information. Vous, là j'ai détaillé, au niveau de la rédaction. Excusez-moi. Ah mince. Excusez-moi. Donc vous, au niveau de la rédaction, vous dites vous écrivez comme ça, f de moins t, x de moins t, y de moins t égale x de t, y de moins t, symétrie par rapport à l'axe des abscisses, on restreint l'étude pour t positif. Ça, c'est la première chose. Deuxième point que vous allez faire, je vais vous demander de me calculer m de t plus 2pi. Là, si je développe, ça fait cos 3t plus 6pi. Là, sin 2t plus 4pi. Et ça, c'est que comme cosinus est 2pi périodique, je peux enlever le 6pi, hein, ça fait cosinus 3t. Et donc, je retrouve x de t. Là, pareil, je retrouve sinus de t par 2pi périodicité de sinus, et j'obtiens y de t. Donc là, j'en déduis quoi? J'en déduis m de t plus 2pi égale à m de t. Alors, d'un point de vue horaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon point, il se déplace avec le temps, d'accord? Et si à un instant t, il y a un endroit, 2pi plus tard, il va se retrouver au même endroit. L'endroit, c'est-à-dire que mon point t, il est là, il va faire sa life, et si je rajoute 2pi après, hop, il va retrouver le même endroit. Donc du coup, je vais me retrouver avec une courbe qui va se répéter à l'identique par période de 2pi. Donc il y a une 2pi périodicité. Une 2pi périodicité. Cité la courbe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il me suffit d'étudier cette courbe sur un intervalle de longueur de pi. Il suffit d'étudier la courbe sur un intervalle de longueur de pi. Et puis après, ben, pour avoir... si je trace toute la courbe sur cet intervalle, ben, j'aurai toute la courbe, toute la trajectoire au final, puisque sur les autres intervalles, ça va se répéter à l'identique.
Alors, cette information couplée avec la précédente, j'ai tout intérêt à prendre quoi comme intervalle de longueur de pi pour mon étude? Je pose la question. 0,2 pi. Alors, toi, tu dis, si je prends cet intervalle 0,2 pi. Ouais, c'est vrai. 0,2 pi, c'est un intervalle de longueur de pi. Et j'exploite pas l'information précédente. Alors, Dorian, il dit 0 pi. Ah oui, mais Dorian, 0 pi, c'est pas un intervalle de longueur de pi. C'est un intervalle de longueur pi. Mais pourquoi Dorian, il dit 0 pi, en fait? Je sais pourquoi. Avec la symétrie, tu as raison, Dorian. C'est-à-dire qu'on va pas prendre l'intervalle 0,2 pi, on va prendre l'intervalle moins pi plus pi. D'accord? On va prendre l'intervalle moins pi plus pi. Si je prends l'intervalle moins pi plus pi, alors, pardon, si je me restreins cet intervalle-là, à l'intervalle 0 pi, par symétrie, je vais pouvoir obtenir la courbe sur moins pi, et par périodicité, j'obtiendrai sur R. Donc là, c'est pas 0,2 pi qu'on va prendre, on va prendre l'intervalle moins pi plus pi. Plutôt, on va dans un premier temps prendre l'intervalle moins pi sur pi et exploiter l'information précédente pour dire, finalement, il suffit de le faire sur 0 pi. D'accord? Alors, il se trouve que on peut même aller un petit peu plus loin. On va aller plus loin. Ah, il m'énerve. Je vais faire un truc, à chaque fois ça foire. Alors attendez. Alors, ce que je vais vous demander, c'est, vous allez maintenant me calculer m de t plus pi. Essayez d'exprimer x de t plus pi en fonction de y de t plus pi. Et me dire qu'on peut déduire de ça. Allez-y à l'attaque. Alors, sinus de 2t plus 2pi, là j'obtiens avec 2t. Et au-dessus, je vais obtenir quoi? Non, Dorian. Enfin, cos de. Alors, détail. Cos de 3t plus. Alors, 3 pi, je vais dire que c'est pi plus 2 pi. Du coup, puisque cosinus est 2 pi périodique, 2 pi, il part. Ça va donc me donner cos de 3t plus pi.
Maintenant, cos de 3t plus pi, j'aimerais que vous me l'exprimiez en fonction de cos de 3t. C'est quoi la formule cos de cos x plus x prime? X cos x prime, 1 sin x, sin x prime. Donc ici, ça va donner cos 3t cos pi moins sin 3t sin pi. Alors, sinus pi vaut combien? 1. Sinus pi vaut 0. Je me retrouvais avec moins sinus 3t. Sinus 3t. Le sinus 3t, c'est... Oui, mince, j'ai oublié le moins. Ça fait moins x de t. Donc là, si je résume, si je condense mon histoire, et m de t plus pi va donner x de t plus pi moins x de t, y de t plus pi égale y de t. Alors, qu'est-ce que je peux déduire de cette information? Regardez. Si je place un point M, coordonnées x de t, y de t, y de t comme ça, je triche. Comment placer le point M? Coordonnées moins x de t, y de t. Bon, ben là, vous avez compris, c'est pareil. Moins x de t, il va être là. Y de t, il ne bouge pas. Il va se retrouver ici. Et ce point-là, c'est m de t plus pi. Donc il est là. M de t plus pi. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire cette fois-ci? On peut dire que m de t plus pi est l'image de m de t par la symétrie rapport à l'axe des ordonnées. Bon. Alors, si on fait un petit bilan, Si j'étudie fusion, si vous regardez bien, cette dernière information va me permettre de réduire l'étude de ma courbe sur un intervalle de longueur pi. Et grâce au fait que T positif, T négatif, ça se déduit par une autre symétrie,
je vais pouvoir réduire mon intervalle d'étude sur l'intervalle 0 pi sur 2. De la manière suivante, regardez. Donc, je peux restreindre l'étude sur 0 pi sur 2. En effet, pour obtenir 0 pi sur 2, je peux passer à moins pi sur 2, pi sur 2, par symétrie par rapport à l'axe des abscisses. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. OK? Ensuite, moins pi sur 2 pi sur 2, ça c'est de longueur pi. Je peux en déduire tous les autres. Moins pi sur 2 à pi sur 2 plus pi par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. C'est ce qu'on vient de voir. Okay. Là, je me retrouve avec un intervalle de longueur de pi. Et donc, troisième étape. Donc là, là, c'est par 2pi périodicité qu'on peut en déduire toute la courbe. OK. Donc, restriction de l'étude à l'intervalle 0 pi sur 2. Okay. Donc, passons à l'étude sur 0 pi sur 2. Alors, cette étude, voilà, on va s'appuyer sur le sens de variation de x de t, le sens de variation de la courbe qui est associée à la fonction y. Donc, tout à l'heure, on a dit que x' de t, il valait moins 3 sinus 3t. Y de t, y' de t, c'était E sinus de t. Alors, on va faire un tableau de variation qui va reprendre simultanément x et y de la manière suivante. Regardez. On va faire un grand tableau. Tac. Tac. Alors déjà, le t qui nous intéresse. Ah, il me prend le chou. Il faut que GT. Je vais de 0 jusqu'à pi sur 2. Okay. Et là, ce que je vais faire, c'est je vais représenter le signe de x' de t. Je vais en déduire le sens de x. Et en dessous, je vais faire le contraire, c'est-à-dire, je vais partir en bas de y' de t. Et là, je vais écrire sens de y. Donc, je vais faire un petit trait pour délimiter les deux trucs. Et vous allez voir que comme ça va me simplifier la tâche. Alors,
Il s'agit de faire la même chose. Hein. Simplement, voilà, c'est un tableau où on a les deux en même temps. Je vous laisse écrire ce tableau-là. Alors, il faut que j'étudie le signe de x' de t. Il faut que j'étudie le signe de y' de t. Alors, et voilà, je me fais encore avoir avec mon trait. Pour étudier le signe de x' de t, je vais me faire un petit cercle trigo. Okay, je vais me faire un autre petit cercle trigo pour le signe de y' de t parce que le cercle il est moche, mais vous êtes habitués. Donc, commençons par le signe de x' de t. Moins 3 sinus 3t. Bon, déjà, le moins 3, ça va nous obliger à changer le signe de sinus par son opposé. Bon. Alors, 3t. Si θ, il est égal à 3t. Avec t qui va de 0 à pi sur 2. A, sinus θ. Quand est-ce que sinus θ, il va changer de signe? Sinus θ, il va changer. Je vous rappelle, sinus, il est là. Hein. Sinus θ, il va changer de signe quand θ qui continue, quand θ, il va arriver là. θ, il vaut pi. C'est-à-dire qu'en 3t, il vaut pi. Donc en t, il vaut pi sur 3. Parce que là, quand on passe en dessous, mon sinus, il va être négatif. Quand t, il vaut pi sur 3. Donc là, il va se passer quelque chose en pi sur 3. Okay, je regarde pour y' de t. Y' de t, c'est cosinus de t. Là, cette fois-ci, θ, c'est 2t. Et θ qui est ici. Mon cosinus, là, par contre, il est là. Quand est-ce que mon cosinus, il va changer de signe? Il va changer de signe. Cette fois-ci, θ, il va être là. θ, il va être ici. Parce que si là, θ, il est là, mon cosinus, il va être là. Donc, θ, il est ici. θ, il vaut pi sur 2. Donc, quand 2t vaut pi sur 2. Donc, quand t, il vaut pi sur 4. C'est un peu... OK. Donc là, il va se passer également quelque chose en pi sur 4. Je ne respecte pas l'échelle. Je sais que pi sur 4, il est plus petit que pi sur 3. Voilà. Alors, bon. Si on récapitule, je vais faire un petit trait. Par contre, je vais avoir un vrai trait. Là, j'ai un vrai trait. Là, je vais avoir comme ça. C'est bien que tu aies enregistré, Paul. Comme ça, vous pourrez revoir la vidéo quand vous allez vous réentraîner. Alors, quel est le signe de x' de t? On a vu que x' de t, c'est sinus 3t avec moins 3 devant. On a vu qu'il changeait de signe quand t devenait plus grand que pi sur 3. On a vu que c'était négatif, mais sinus 3t, il devient négatif quand t est plus grand que pi sur 3, mais avec moins 3 devant, ça va devenir positif. Plus, en dessous, j'ai moins. Tac.
Donc là, du coup, sens de x, ça va être 100, croissant, hop, croissant, décroissant. Et là, ça va être croissant. Prime de t. Et les sons de signe, bien, c'est le signe de cosinus de t. Sinus de t, Bon, ça change de. Alors, ouais, attends. Quand cosinus il est tout petit, quand θ il est tout petit, quand t il est tout petit, cosinus il va être positif. Donc là, il est positif et puis il va changer de signe. En pi sur 4, il va passer dans les négatifs. Ça va donner ça. Le signe, le sens de y, ça va être 100. Ah non, mince. Tac. Et puis après, ça va être croissant. Comme ça. Alors, il faut maintenant que je mette des valeurs. Je mette une valeur ici, une valeur ici, une valeur là, une valeur là, une valeur là, une ici et une là. Alors, les différentes valeurs. Je calcule de 0, y de 0. On va voir la première. J'ai une idée, je vais faire ça. Je vais le foutre en dessous comme ça. X de 0, Y de 0. Alors, X de 0, il vaut combien le coquin? Il vaut 1. C'est cosinus de 3 fois 0, donc ça vaut 1. Sinus de 2 fois 0, 0. Je mets 1. Je mets 0. Hop. Alors, le point culminant de Y, en pi sur 4. Donc là, je vais calculer Y de pi sur 4. Ah, mais j'ai oublié X de pi sur 4 aussi. Lui. X de pi sur 4. Et si je changeais de couleur, pour que ça soit visuellement plus intéressant. Alors, quelles sont les valeurs prises? Alors, X de pi sur 4. Attention, c'est X, hein, c'est pas X'. Hein. Ça fait cosinus de 3 pi sur 4. Sinus de 3 pi sur 4. 3 pi sur 4. Ça fait moins racine de 2 sur 2. Non, attends. Oh, ouais, moins racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2. Ok. Sinus de 3 pi sur 4. Non, sinus de 2 pi sur 4. Ben, ça fait sinus de... ça fait sinus de pi sur 2. Sinus de pi sur 2, lui, il est sympa. Hein. Lui, il sent bon. Ça vaut 1. Et elles sont à pi sur 3. X de pi sur 3. Y de pi sur 3. Tac, tac. X de pi sur 3. Alors, ça fait cosinus pi. Sinus pi, ça fait moins 1. Y de pi sur 3.
Sinus de 2 pi sur 3. Voilà. Sinus de 2 pi sur 3. Sinus de 2 pi sur 3. Ah, c'est moins racine de 3 sur 2. Lui, on l'aime pas trop. Hein. Vous regardez sur votre cercle Trigo, hein, moins racine de 3 sur 2. Ok. Et enfin, on termine en gris. Pi sur 2, x de pi sur 2, y de pi sur 2, x de pi sur 2. Alors, ça donne quoi, x de pi sur 2? Ça fait cosinus de 3 pi sur 2. Ça fait 0. Hein. Et y de pi sur 2, ça fait y de pi, ça fait 0 aussi. Eh ben, dis donc. Ok. Bon, là, on a notre tableau. On a notre tableau. Maintenant, à partir de ce bazar, il va falloir qu'on trace. Monsieur. Il va falloir qu'on trace. Ouais. Pour y de pi sur 3, c'est pas plus racine de 3 sur 2. Alors, y de pi sur 3. Qui a pris la parole? Alexis. Alexis, ça m'étonne pas de toi. T'as raison. Je me suis gouré. Alors, du coup, je vire ce que je viens de. Du coup, j'ai fait une capture d'écran qui était mauvaise. C'est pas la virer. Oh, c'est pas grave. Alors, hop, je vire. Moins. Merci, monsieur Alexis. On s'en serait aperçu de toute manière. Bon. Alors maintenant, on va tracer la courbe. Ah. Voilà. Bon. Alors, là, c'est le point un petit peu délicat. Un petit peu délicat, donc je vais prendre mon temps. Avec un peu de pratique, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Alors là, on commence par tracer les axes. On commence par tracer les axes. Comme ça. Alors là, il ne faut pas que je me plante au niveau. Alors, l'échelle. Allez. Je vais prendre. Hop, comme ça. Je vais faire ça. 4 carreaux pour 1. Alors, je vais commencer là, si j'ai m de 0. Là, j'ai m pi sur 4. Là, j'ai m de pi sur 3. Alors, qu'est-ce qu'il nous a envoyé, monsieur Marc? Ah ouais.
Ah, mais Monsieur Marc est un spécialiste de GeoGebra, ce que je vois. Ouais, on va arriver à ça. Bon, le coup, c'est le... Là, j'ai M de pi sur 2. Bon, alors, commençons par M de 0. Alors là, il faut que je place mon point de coordonnées 0. M de 0, il est là. M de 0. OK? Passons le point vert. M de pi sur 4. Alors, bon. Alors moi, le problème, c'est que racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, racine de 2, 1,4. Divise par 2, 0,7, donc ça fait moins 0,7, moins 0,7, 1. Coordonnées. Hein. Okay. Donc, la louche, hein. Là, je suis à peu près à moins 0,7, 1. Là, j'ai M, pi sur 4. Sinus 3 pi sur 2, ça vaut 0, Esteban. Alors, passons maintenant rouge. M de pi sur 3. M de pi sur... Ah, racine de 3. Alors, attends. Ça fait moins 1. Et racine de 3 sur 2. Racine de 3, c'est 1,732. 0, bon, ça fait 0,85, quoi. Alors, moins 1. 0,85. Ah, il doit être à peu près là, quoi. Ça fait tac, tac. M, pi sur 3. Okay. Bon, bon. Là, ça. Et enfin, le dernier, le plus facile, c'est lui. M, E, sur 2. Okay. Alors, le problème, c'est que pour tracer ma courbe, il faut que je rejoigne le point bleu, il doit rejoindre le point vert, qui doit rejoindre le point qui doit rejoindre le point gris. Pour les rejoindre entre eux, je peux m'y prendre de plein de manières différentes. Alors, je sens qu'il va y avoir une courbure, et puis bon, ben voilà, si vous regardez le dessin qu'a fait Marc, bon. Alors, ce qu'il faut, maintenant, il faut qu'on cède des tangentes. Parce que les tangentes, elles nous disent localement l'allure de la courbe. Alors, aidons-nous des tangentes. Aidons-nous des tangentes. Alors, si je calcule la tangente en 0, c'est f' de 0. F' de 0, ses coordonnées, ça va être quoi? J'ai mis où? Alors c'est moins 3 sinus 3 fois 0, donc ça fait 0 pour l'abscisse. Coordonnées, ça fait 2. OK? Donc, f' de 0, maintenant, si je le représente là. Ah oui, pour calculer f' de 0, j'ai remplacé x' de t et y' de t par t, je l'ai remplacé par 0. Ça donne 0 et 2. Ça veut dire que ma tangente, m de 0, ça va faire un truc comme ça. 0,2, ça va donner un truc comme ça. Bon, je m'en fous de la longueur. Hein. Ça va donner un truc comme ça. C'est-à-dire que localement, ma courbe, elle va faire, à partir de 0, ah merde, excusez-moi. Encore mon histoire de... Localement, ça va faire ça. Faire ça. Alors maintenant, calculons la tangente en pi sur 4. Prime de pi sur 4.
Alors, ça donne quoi la tangente en pi sur 4 Moins 3. Attends, j'ai pas fait le calcul. Donc là, ça fait moins 3 sinus de 3 pi sur 4. Et ça fait 2 cosinus de pi sur 2. Enfin, cosinus de 2 pi sur 4. Bon. Lui, il vaut 3 pi sur 4, ça fait... Bon. Lui, il est différent de 0. En fait, je m'en fous de la valeur. Lui, par contre, il vaut 0. Parce que l'autre, il vaut 0. Alors, puisque l'autre, il vaut... Merde, si je mets il vaut 0, je ne vais pas mettre 1. Il vaut 0, l'autre. Donc, ça veut dire que si vous voulez, ma tangente verte ne va pas avoir de composante suivant Y. Ma flèche verte, je n'ai pas la maîtrise de la longueur. J'ai en revanche la maîtrise de la direction. La direction, ça va être celle-là. Si j'en sais pas plus, j'écris, bon alors ça va être celle-là. Bon, j'ai même la maîtrise du sens. Hein. Je sais que cette expression, ça va être négatif. Donc là, du coup, je sais que ça va être comme ça. Donc là, ma courbe que j'ai commencée, là, il faut que je la fasse rejoindre ici. Et je sais que localement, ça va faire un truc comme ça. Donc, bon, vous avez compris. Ça va donner un bazar comme ça. D'accord ? Alors, passons maintenant à f' de pi sur 3. F' de pi sur 3. F' de pi sur 3. Vaut combien? Alors, la composante suivant les abscisses, ça va donner 0. Et suivant les ordonnées, ça va donner un truc. Je m'en fiche, qui sera différent de 0. Du coup, cette fois-ci, je vais me retrouver avec une tangente qui va être verticale, puisque sa composante horizontale est nulle. Je vais me retrouver avec un truc comme ça, quoi. Ça veut dire que localement, ça va faire ça. Vous avez compris? Il arrive comme ça et repart. Après, il doit aller jusqu'au point gris. Donc le point gris continue. F' de pi sur 2. F' de pi sur 2. Alors, ça vaut combien? Mince, combien vous obtenez là? « 3 et moins 2. Et moins 2, ça veut dire qu'on a une direction qui est un petit peu comme ça, quoi. Je me suis trompé de couleur. Là, si j'avance de 3, si je pars d'ici, j'avance de 3 et je descends de 2, on me retrouve avec une direction comme ça.
Donc là, si ma flèche, bon, je la mets pas, enfin, si, remarque, je peux la déplacer. Je vais obtenir ça. Donc ça veut dire que, tac, je vais obtenir un truc qui ressemble à ça. Alors bon, là, alors, ben, c'est bien là que tu nous as fait, Monsieur Marc. Parce que là, ce qu'il a fait Marc, en fait, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai de manière, je viens de faire ça. D'accord? Je viens de faire ça. Et là, vous avez compris que le jeu de symétrie dont je parlais tout à l'heure, on voit au travers le résultat de Monsieur Marc que il va clairement s'appliquer alors. Et si je fais, alors là, bon, c'est le problème, c'est que mon dessin est un petit peu. Attendez, je vais faire. Oh, alors, là, si je descends, bon, je refais mon truc. Ah, il est déjà 11h10, oh là là. Je vais pas avoir le temps, hein, c'est une gaffe ça. Attaquer l'autre exo là. Putain, ça m'énerve. Oh. Donc là, on vient de faire un truc comme ça. Ok. Maintenant, si je fais la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, je vais obtenir quoi? Et je vais obtenir ça. Si le tout fait la symétrie par rapport à l'axe des abscisses, ben, je vais obtenir la même chose, mais renversée. Donc, alors là, voilà. Tac, tac. Voilà. Symétrie par rapport aux abscisses. Symétrie par rapport aux données. Fini. Ok? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, c'est bon. Okay. Bon, alors, bon. Là, vous m'avez vu nager dans la piscine. Ce qui est important, c'est que vous vous entraîniez à refaire ça. Vous vous entraîniez à reprendre cette petite gymnastique. Et ça vaut le coup. Ça dérouille, ça vaut le coup. En particulier, les calculs de dérivés, etc. Maintenant, on va passer à l'exercice 6. On va passer à l'exercice 6. J'avais préparé le terrain tout à l'heure. Alors, attendez. L'exercice 6. Voilà. L'exercice 6, il est là. Et là, ce que je vous demande,
maintenant, c'est de comparer le tableau que je viens de vous représenter ici, que j'avais préparé pendant la petite pause, et de la comparer à celle, à ceux qu'on a fait tout à l'heure en début d'heure. OK? Et si vous regardez, j'ai compilé les deux tableaux. Alors, ce que vous allez faire, vous allez essayer de tracer. Alors là, par contre, ici, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de jeu de symétrie. Vous allez essayer de me représenter X et Y. Enfin, vous allez essayer de me représenter la courbe en partant de. Allez, on va créer le besoin. Je dois juste m'absenter, parce que là, il y a ma fille qui m'appelle. Juste par rapport au début. Je m'absente 2 minutes. Je reviens dans 2 minutes. Allez-y, commencez à tracer la courbe. Alors. Bon, alors, pour tracer la courbe, je vais un peu réduire sa taille. On a l'axe des X, l'axe des Y. Alors, commencer par exploiter la partie de gauche. On va commencer par exploiter cette information. Alors, donc, lorsque x tend vers moins l'infini, y tend vers 0. Lorsque x tend vers moins l'infini, y tend vers 0. Eh bien, ça veut dire que là, j'écris x tend vers moins l'infini, y tend vers 0.
Ben, j'ai finalement, on va voir un truc comme ça. Et là, quand je ma petite flèche, en fait, c'est quand tu es vers moins l'infini. OK? Alors, regardons maintenant cette partie-là. Oui, alors pardon, du coup, précédemment, je peux dire que, j'ai une asymptote horizontale qui est, l'axe des abscisses. Regardons maintenant la deuxième information. Y, il va tendre vers plus l'infini, puis X, il va traverser la petite ligne en pointillé. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir cette ligne en pointillé à quelle. Il manque une valeur ici. Donc là, il faudrait que je la calcule, cette valeur. Il faudrait que je calcule x de moins 2. X de moins 2, exponentielle de moins. Enfin, exponentielle 2 sur moins 2. Oh, ça fait moins 3,7 à peu près. Hein. J'ai moins 3,7. Donc là, y il tend vers plus l'infini, et x il tend vers moins 3,7. Alors moins 3,7, 1, 2, 3, 4, moins 3,7. On va le foutre là. Eh bien, pour que y il tende vers plus l'infini, c'est-à-dire qu'y il monte. Bon, ben, là, on sent que il va y avoir ça, quoi. Pas sniff. D'accord? J'ai x tend vers moins 3,7 et y tend vers plus l'infini. OK? Intéressons-nous maintenant à l'autre partie, celle-là. Dans cette autre partie, ben, là, cette fois-ci, y il va tendre vers moins l'infini lorsque y tend vers moins 3,7, mais valeur supérieure. Bon, ben, on voit qu'on a encore une asymptote, mais cette fois-ci, encore une asymptote. Pas sniff. Alors, je vais aussi. Bon, ben là, ça va être le contraire. Y qui va tendre vers y qui tend vers moins l'infini. X, il va tendre vers moins 3,7 par valeur supérieure. Là, ça va être ça. OK? Oh, je suis dégoûté, j'ai oublié d'enlever mon truc jaune. Ah mince. On l'a vite fait. Bref, allez. Passons à la suite. On va maintenant s'intéresser à cette zone-là. Donc là, je viens de. J'ai T qui vient de passer la barre des moins 2. Et il va jusqu'à moins 1. Et en moins 1, ça va culminer à moins 2,7 pour x et à moins 1 pour y. Ah, tiens, tiens. Alors là, essayons de comprendre ce qui se passe. Alors là, je vais changer de couleur. Tiens, je vais prendre le rouge.
Alors attends. Moins 2,7, il est où? Là, j'ai moins 2. 2,7, il est là. 2,7. Et là, j'ai le moins 1 ici. C'est un peu space, hein, cette histoire. Hein. Alors là, par contre, je vais être obligé de virer lui, il va me gêner. Alors, un petit peu le gauche, lui. Donc là, si je zoome, on t'a dit. Donc, mon X continue à augmenter. Donc il est ici, mon X. Quand j'ai T qui va augmenter, qui va jusqu'à moins 1, j'ai mon X qui va aller jusqu'à moins 2,7 et le Y qui va s'arrêter à moins 1. Donc ça veut dire que je vais faire ça. Tac. OK. Et alors après, si je passe... là, j'arrive à mon point culminant. J'ai oublié de mettre ici... Là, j'ai oublié de mettre le moins l'infini, là. Alors, si maintenant, je m'intéresse à cette partie-là. Si maintenant, je m'intéresse à cette partie-là. Okay. Alors là, ce que va faire, je vais changer de couleur, je vais partir, je vais faire en vert. Là, X, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décroître. Je vous rappelle, je suis ici. J'ai X qui va décroître. X qui va tendre vers moins l'infini. C'est-à-dire que moralement, mon X, il va se barrer dans ce sens-là. Pendant ce temps, mon Y, qu'est-ce qu'il va faire? Et de moins 1 va descendre moins l'infini. Donc, il va décroître. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que simultanément, on va avoir un truc qui ressemble à ça. Je fais en vert, mon X qui descend et j'ai mon Y qui descend vers moins l'infini. D'accord? Donc là, j'ai Y qui tend vers moins l'infini, X qui tend vers moins l'infini, lorsque T, mince, agide, lorsque T tend vers 0, ok? Oh, 0 plus. Alors en 0 plus, j'ai plus l'infini. Alors ce que je vais plutôt faire, c'est maintenant, si je regarde ma courbe comme ça, ici, là, je regarde cette partie-là. Quand j'ai T qui tend vers plus l'infini, j'ai X qui va tendre vers 0, valeur supérieure, j'ai Y qui va tendre vers 0, valeur supérieure. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je vais prendre encore. J'ai X qui tend vers 0, j'ai Y qui tend vers 0. Ça va jouer ici. Ça, c'est le point que je fais en rouge, ça va être ma valeur limite. Un point qui va être atteint lorsque T vers plus l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai T qui va, au fur et à mesure que je m'approche de plus l'infini, j'ai T qui va devenir de plus en plus petit, j'ai X qui va devenir de plus en plus petit, Y aussi pour tendre vers 0. Donc, il va se passer un truc comme ça.
je ne sais pas la courbure, si elle est plutôt l'aspect concave, convexe, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que voilà ce qui se passe quand x est envers plus l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mon point mobile, qui est bizarre, continue, 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 et il va ralentir de plus en plus. Il va mettre une infinité de temps pour arriver à 0. Ça, vous voyez? C'est ce qui se passe. T tend vers plus l'infini. Là, j'ai x qui tend vers 0, y qui tend vers 0. Il vient d'où ce temps? Il vient de 0. Ah, comment on connaît la courbure? Alors la courbure, elle est liée à la dérivée seconde. Attends, je ne comprends pas ta question. Comment connaît-on la courbure lorsque x tend vers moins l'infini et y tend vers moins l'infini? Ah, pour la courbe verte? Alors, ok. Ok, j'ai compris ta question, Dorian. Alors, plusieurs cas de figure s'offrent à nous. On peut avoir affaire à une asymptote. On peut avoir affaire à ce qu'on appelle une branche parabolique. Alors, ce sont des aspects que je n'ai pas le temps d'aborder avec vous. Et, en gros, faut faire, si tu fais y sur x, ça tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que y il va se retrouver prédominant vis-à-vis de x, et ça va avoir une courbure qui va ressembler à celle d'x carré. Ça va être une courbure suivant l'axe des ordonnées. La direction parabolique, elle va être comme ça. Ça va plutôt descendre. Si y sur x vers 0, ça va plutôt avoir ça va se comporter un petit peu comme racine de x, lorsque x tend vers plus infini. Si y sur x il tend vers 1, ben, ça va être une courbure qui va être orientée suivant l'axe y égale x. Je dirais que considérer que voilà, ça tend vers l'infini, la courbure, on n'a pas le temps de la traiter. Ok? Alors, par contre, dans la vidéo de M. Piaubert, c'est détaillé. C'est détaillé pour l'exemple précédent. Okay, donc, inspirez-vous de la manière dont il explique les choses pour l'appliquer ici. Alors, je continue avec mon histoire, là. On était là. On était ici. J'ai dit que ça tendait vers l'origine du repère de manière très, très, très lente. Maintenant, si je considère cette partie-là, je n'ai pas traité, c'est-à-dire t qui tend vers 0, valeur supérieure. Alors, que va faire ma courbe? Que va faire ma courbe lorsque t va tendre vers 0 par valeur supérieure? Mais, je vais prendre bleu ciel, par exemple. J'ai mes x qui vont faire quoi? Qui vont tendre, j'ai mes abscisses qui vont tendre vers plus l'infini. J'ai mes ordonnées qui vont tendre vers plus l'infini. Ben, j'ai ma courbe qui va monter de plus en plus. Donc là, c'est lorsque t vers 0, plus, ben, j'ai x qui tend vers plus l'infini, j'ai y qui tend vers plus l'infini. Là, j'obtiens une courbe qui a cette allure-là. Alors, je ne sais pas si... est-ce que tu l'as représenté sur GeoGebra, Marc? Ça donne quoi sur GeoGebra? Kylian qui écrit quelque chose? Ah, sur la calculette, tu n'as pas ça.
Pas assez de points. Hmm. Tristan, je ne sais pas ce que tu as fait. Là, oui, Marc, ce qu'a fait Marc, c'est plutôt ce que j'ai fait là. Hein. Tristan, qu'est-ce que tu as rentré dans ta calculette? Parce que là, moi, j'ai plutôt quelque chose qui ressemble à ce qu'a fait Marc. Hein. Je commençais à flipper, là, je me dis que j'ai fait une erreur de calcul ou quoi? Tristan, qu'est-ce que t'as saisi quoi sur ta calculette? Mais j'ai rentré que le Y de T, je crois. Ah bah oui, d'accord. D'accord. Non, c'est-à-dire qu'en fait, oui, toi, ce que t'as fait, Tristan, l'axe des abscisses, c'est T, et l'axe des ordonnées, c'est Y de T. C'est ça que t'as fait. C'est-à-dire que la calcul, je ne sais pas si elle le fait, ça, la calculette. Si, là, sur GeoGebra, vous avez la possibilité. GeoGebra, c'est X de T, Y de T, ici. Bon, alors, si on résume. Si on résume. On va traiter deux exemples. Ok, merci monsieur Marc. Si on résume, on a traité deux exemples de construction de courbes. Premier exemple, avec des fonctions trigonométriques, il y a des histoires de symétrie, des histoires de périodicité qu'il faut savoir exploiter. Un deuxième exemple, là, il n'y a pas de problème de symétrie. Par contre, il y a des problèmes de limite. Ou des problèmes de limite, valeurs interdites. Là, il y a des raisonnements à savoir mener en plus infini, etc. Bon. Alors, ce que je vous invite à faire est deux exercices. Entraînez-vous à les refaire. Entraînez-vous à les refaire. En particulier, entraînez-vous à refaire des calculs de dérivés et des tableaux de signes. Parce que j'ai comme l'impression que les tableaux de signes, c'est des choses bon, que vous savez faire, mais voilà, des réflexes qu'il faut savoir renouer. Oui, je sais, Stéban. Je sais, là, je suis en train de résumer, d'accord? Ok. Bon. Alors, moi, ce que je vais faire, vas-y, dis, qu'est-ce que tu veux dire, Esteban? Le problème, tu n'as pas de micro, donc tout le monde perd du temps, on t'attend là. Bon, alors, ce que je vous invite à faire dans le poli que vous a distribué Monsieur Puy-Aubert, c'est
faire le problème CCPK à la fin. D'accord? Vous le faites, vous pouvez m'envoyer vos résultats, vous pouvez m'envoyer des questions et je me tiens à votre disposition pour vous débloquer, pour vous valider les choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Monsieur Piaubert vous a mis à disposition des vidéos qui reprennent les 2 autres exemples. Ce que vous pouvez faire, c'est en autonomie, traiter ces exercices et comparer vos résultats à ce qu'a présenté Monsieur Piaubert. Voilà. Et sans doute, et puis il détaille un petit peu plus la notion de branche infinie. Bon, moi, j'ai pas eu le temps de le voir avec vous. Mais bon, vous pouvez vous inspirer de ces raisonnements et essayer de les comprendre. Voilà. Alors, puisque c'est l'heure, il va falloir que je vous laisse. Et je crois que, alors, ça sera, alors, je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions sur vos programmes de révision. Il y a des choses sur lesquelles vous bloquez, vous pouvez me solliciter. Vous me sollicitez cette semaine, vous pouvez également me solliciter la semaine prochaine. Pas de problème. Vous m'envoyez un petit texto, envoyez un petit message sur Discord. Privilégiez le texto parce que Discord, je suis pas d'astreinte dessus. Et puis après, on peut se bloquer un moment. Là, je sais que bon, voilà, cette semaine, vous avez peut-être un petit peu de taf, mais peut-être la semaine prochaine, vous aurez besoin d'éclaircissements sur des points de révision que vous serez en train d'effectuer. Voilà. Pour ceux qui je reverrai pas, qui me recontacteront pas, je vous souhaite à tous bonne chance pour les concours. Ne stressez pas, le plus gros a été fait. J'ai confiance, je pense que n'oubliez pas que voilà, c'est pas parce que vous viandez sur une épreuve que c'est mort. N'oubliez pas également que si c'est dur pour vous, c'est dur pour les autres. Ne vous considérez pas vaincu si vous viandez sur une épreuve. Je veux dire, vous pouvez très bien valider votre concours et obtenir des admissibilités malgré une première épreuve de maths foirée, quoi. Donc ça c'est important et on prend son temps quand on fait les calculs également. Je vous souhaite à tous bonne chance, bonne continuation et encore une fois, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'un coup de main. Voilà. Et salut tout le monde et puis bonne up pour ceux qui attaquent. Allez, ciao!